Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la trilogie du campus Lumière d'Islam réalisée avec Leïla Tawil. Leïla Tawil, merci de nous consacrer du temps. Dans ce deuxième épisode, nous allons aborder ce que nous avons vu rapidement dans le premier, c'est-à-dire le changement de paradigme et le passage à une idéologie islamiste qui va naître dans les années 70 et 80, et plus particulièrement concernant les femmes, puisque vous avez publié cet ouvrage intitulé « Les femmes dans les discours fréristes, salafistes et féministes islamiques, une analyse des rapports de force genrés », paru aux éditions Academia. Leïla, est-ce que vous pourriez d'abord nous définir l'islamisme et nous expliquer ses origines ? Oui, pour situer la genèse de l'islamisme, il faut revenir au réformisme musulman qui, dans un premier temps, a une aile libérale qui est inaugurée par Rifat Tahtawi, mais qui est animée par différents théologiens qui sortent de la grande mosquée de l'Azhar et qui postulent le primat de la raison. Nous avons notamment Mohamed Abdou, mais également Ali Abdelrazir, qui d'ailleurs est l'auteur en 1925 de l'Islam et les fondements du pouvoir, qui, à l'aide des sources scripturaires, va déconstruire le concept du califat en considérant que c'est une instance temporelle qui a été une malédiction pour l'islam et les musulmans dès sa naissance, puisque 3 des 4 califes ont été assassinés, et il va défendre la sécularisation et la séparation des pouvoirs. En réaction à ce réformisme musulman libéral, va naître un réformisme musulman traditionnel qui est inauguré par Rachid Rida, qui meurt en 1935 et qui va postuler non pas une alliance possible entre l'islam et la modernité, comme c'est le cas pour le réformisme musulman libéral, mais un retour à cet islam dit authentique en s'opposant aux idées de la modernité. Et c'est précisément de cette tendance du réformisme musulman traditionnel qu'est issue la fameuse association des frères musulmans qui est créée en 1928 par Hassan el-Banna et qui va radicaliser l'approche dogmatique de Rachid Rida en s'opposant aux idées démocratiques, à la liberté, à l'égalité entre les sexes. Et dans un premier temps, cette association va avoir un impact limité parce que nous sommes travaillés par l'idéologie pan-arabe et le réformisme musulman libéral continue à dominer le champ intellectuel arabe jusque vers les années 1950. Ensuite, nous avons l'apparition des indépendances qui est donc ces indépendances sont travaillées par le panarabisme également de gauche, mais ils instaurent une modernisation sans démocratisation. Néanmoins, ils vont retirer de la mainmise religieuse des pans entiers de la société, comme l'éducation, comme la politique, comme la culture, mais ils vont laisser sous la tutelle religieuse les règles qui régissent les relations matrimoniales au sein de la cellule familiale, et c'est précisément cela qui va être contesté par les mouvements féministes. Après l'échec du panarabisme arabe, nous allons avoir une résurgence de l'islamisme politique qui s'explique par différents facteurs. D'abord, le panarabisme n'a pas instauré une démocratie. Par ailleurs, l'ensemble des gouvernements arabes et musulmans
vont adopter une stratégie qui consiste à favoriser les mouvements fondamentalistes, les mouvements islamistes pour s'opposer aux forces démocratiques de gauche et marxistes qui revendiquent une démocratie et remettent en question la légitimité de ce pouvoir. Donc le phénomène de l'islamisme dans l'ensemble des sociétés arabes et musulmanes est politiquement programmé. À partir de la fin des années 70, eh bien, nous avons une contestation de nature politique et islamiste qui revendique une réislamisation des mœurs, une réislamisation des institutions, une réislamisation des lois juridiques et l'instauration d'un État islamique fondé sur la charia en ayant pour modèle de société le modèle politico-religieux médinois, donc du prophète et des quatre califes, mais dans une approche complètement mytho-idéologisée. Donc, si vous voulez, à partir de ce moment-là, nous avons dans l'ensemble du monde arabe, mais également musulman, un basculement paradigmatique de l'idéologie panarabe de gauche à l'idéologie islamiste qui va avoir des effets au niveau international et cela va être favorisé par la création en 1962 de la Ligue islamique mondiale, en 1969 de l'organisation de la conférence islamique, qui sont d'obédience wahhabite et qui, avec la manne pétrodollar, va contribuer à une offensive wahhabite à l'échelle internationale. À cela s'ajoute la révolution islamique en Iran en 1979, qui est une version de l'islamisme chiite, et également partout dans l'ensemble des sociétés arabes et musulmanes, des acteurs islamistes qui travaillent la société par le bas en prenant pour cible dans leur discours les femmes. Oui, ce qui va rendre le combat des féministes aussi d'autant plus difficile. Précisément dans leur discours, les fréristes et les salafistes ciblent les femmes à la fois dans la sphère publique et la sphère privée, c'est ce que vous développez. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur la question du genre qui constitue un fondement dans les discours des islamistes ? Alors effectivement, la question du genre est véritablement un des fondements des discours islamistes et de la réislamisation, et c'est dès l'origine. C'est-à-dire que on va prôner la biologisation des rôles des femmes, la division sexuelle du travail et le voilement obligatoire du corps des femmes. Ça va être vraiment ce qui va être les postulats dans l'ensemble des discours islamistes. Et par exemple, Hassan al-Banna, qui est vraiment le fondateur de l'association des frères musulmans, dans un de ses écrits, La femme musulmane, Al-Mar al-Muslima, eh bien, il postule un projet de société fondé sur une morale sexuelle patriarcale, où il va faire référence à plusieurs hadiths misogynes qui visent à l'interdiction de la mixité sur l'espace public, que ce soit dans les écoles, dans les assemblées, dans les fêtes, dans les restaurants, en considérant que cela est une coutume. Donc cette mixité est une coutume de l'Occident et donc n'est pas islamique. Donc ce qu'on peut constater, c'est que le contrôle strict de l'attitude des femmes est une constante dans les discours islamistes et de la réislamisation. Par exemple, les premiers corpuscules islamistes vont s'investir dans les universités, mais également dans les milieux populaires,
en dénonçant la mixité, en dénonçant la dépravation des mœurs qui serait causée par l'émancipation des femmes, en s'opposant systématiquement aux revendications féministes. Et si on se fonde sur l'expérience théologique de la République islamique en Iran, eh bien, comme dit Shahra Shafiq, on voit bien que le genre est au fondement de l'islamisme parce que le genre, c'est l'organisation sociale et politique de la différenciation des sexes. Ouais. Et donc, quand Khomeini arrive au pouvoir, première chose qu'il fait en 79, voilement obligatoire du corps des femmes, biologisation des rôles hommes-femmes. Et ce qui va se passer également, c'est que les litiges familiaux vont être transférés par le ministère de la Justice aux instances religieuses. Et donc là, il y aura même une perte des acquis en termes de droits. Et par exemple, l'âge du mariage va passer de 18 ans à 13 ans. Ah. Voilà. Et cette thèse de la centralité du genre dans l'islamisme se vérifie au moment de l'accès au pouvoir des islamistes au lendemain des printemps arabes. Hein. Lorsque, par exemple, la Nahda arrive au pouvoir, elle remet en question le code du statut personnel révolutionnaire de Bourguiba et les droits des femmes. Lorsque le président, l'ancien président Mohamed Morsi, qui était donc président islamiste égyptien, lorsqu'il ratifie sa constitution en 2012, tous les articles relatifs aux femmes sont associés à la famille. C'est-à-dire qu'on va assigner les femmes à leur rôle dit prioritaire de mère et d'épouse. Alors, cette question de genre constitue à mes yeux également la centralité du phénomène de la réislamisation. Alors, qu'est-ce que la réislamisation ? La réislamisation, c'est une socialisation religieuse qui n'est pas le fruit de l'islam transmis par le parent, mais c'est une socialisation qui se construit dans les lieux de l'islam idéologique. Et là, en l'occurrence, on voit que tant pour l'islamisme qui va demander l'instauration de la charia, l'État islamique dans les contextes musulmans, dans les contextes non musulmans, les acteurs de la réislamisation vont surtout miser leurs propos sur les pratiques religieuses, sur la visibilité des signes religieux, en faisant du religieux une centralité de l'organisation sociale. Et autant pour les islamistes que les acteurs de la réislamisation, la question du genre, elle est centrale. Pourquoi ? Parce que le statut des femmes, la question des mœurs, l'assignation des femmes prioritairement à leur rôle dit naturel de mère et d'épouse, et la question de l'obligation du port du voile, eh bien, constituent les fondements de ces discours-là. D'accord. Et justement, dans le cadre d'une recherche universitaire allant de septembre 2006 à mars 2011, vous avez choisi d'investir les lieux de la réislamisation justement à Bruxelles, où vous avez étudié les discours relatifs à la place des femmes chez les fréristes et chez les salafistes. Oui, effectivement, j'ai réalisé donc une recherche universitaire dans les lieux de la réislamisation en analysant donc les discours fréristes et salafistes sur la question des femmes. Le choix de Bruxelles me paraît pertinent
parce que justement c'est un miroir grossissant qui représente la diversité ethnique et culturelle que connaissent l'ensemble des grandes villes européennes. Par ailleurs, Bruxelles est une des villes européennes qui comprend le plus de citoyens d'ascendance musulmane. Et ces personnes d'origine marocaine et turque, comme moi, je suis belge d'origine marocaine, eh bien, occupent à Bruxelles un espace qui est considéré comme le croissant pauvre de Bruxelles et qui connaît un chômage structurel et également un décrochage scolaire et donc des crises sociales et familiales. Donc cette population-là, qui est multiple, complexe, qui est composée de croyants, de pratiquants, mais également de agnostiques et d'athées, eh bien, fait l'objet d'une réislamisation qui est assurée par des acteurs fréristes et salafistes. À partir des années 90, nous avons les acteurs fréristes. À partir des années 2000, nous avons les acteurs salafistes. Ces acteurs-là représentent une infime minorité et ont un impact très relatif sur la population d'ascendance musulmane. Néanmoins, dans ce contexte de crise, eh bien, ils remplissent une fonction de revalorisation sociale. Et ça peut expliquer le succès de la réislamisation dans certains milieux musulmans à Bruxelles, qui se caractérise notamment par un voilement massif. Et vous parlez d'une expression qui a retenu mon attention, du patriarcat bienveillant de certains acteurs. Alors oui, effectivement, les salafistes vont mettre en lumière le fait que Dieu accorde des droits aux femmes et que ce statut infériorisé n'est pas au désavantage des femmes. Au contraire, leur prise en charge financière par leur époux, par leur père, eh bien, s'inscrit justement dans une bienveillance à l'égard des femmes. Et donc ce qu'on va valoriser dans les discours salafistes, c'est plutôt le rôle de mère, le fait que par exemple le paradis est sous les pieds des mères, mais c'est un patriarcat qui tente à occulter les rapports hiérarchiques, en tout cas de les atténuer, de les faire accepter par les publics salafisés féminins. Chère Leïla, merci pour cette deuxième vidéo très intéressante sur votre livre « Les femmes dans le discours frériste, salafiste et féministe islamique ». Dans le troisième épisode, on va pouvoir aborder la pensée de Mohamed Harkoun. Votre approche pourrait être qualifiée d'harkounienne, justement. Mohamed Harkoun était le père de l'islamologie appliquée. Il s'est attelé à réaliser une critique épistémologique de l'orthodoxie sunnite. C'est l'objet du troisième épisode.